Ça marche? Les micros, vous nous entendez? Vous Bon, nous entendez? ouais. Alors, je vous présente une jeune actrice débutante et talentueuse et prometteuse qui s'appelle Françoise Fabian, hein, c'est ça, on dit Fabian, Fabiane, je sais pas. Non, Fabien, Fabian, Fabien. très bien, d'accord. Je débute toujours, vous savez. Voilà. Alors, débutons par la fin, si vous voulez bien, Françoise. Oui. C'est le film que certains d'entre vous viennent de voir, qui s'appelle Rose. Euh, Comment vous avez accepté ce film, le scénario, l'histoire C'est un premier film, hein, il faut le préciser. C'était le premier film de Aurélie Saada, qui s'est lancée comme ça. Elle a quitté un peu la chanson et elle s'est mise à écrire un scénario d'une femme qu'elle avait connue et enfin beaucoup de femmes qui sont dans son entourage qu'elle a connues, puisque c'est quand même une histoire de femme qui va jusqu'à la fin de sa vie le mieux possible. Et je trouvais que c'était pour un premier film un rôle très épais, très profond, très complexe. Et j'étais tout de suite enthousiaste. J'avais très envie de faire ça. Parce que ça me ressemble aussi beaucoup, Rose. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Est-ce que vous avez des questions à me poser? Ça va nous aider. Vous savez Ouais. qu'elle a l'air de rien, elle est morte de trouille là. Hein. Elle a un trac, en coulisses, j'y vais pas, je m'en Non, vais. mais je suis très timide. Je suis au théâtre et j'ai le trac toujours. Oui. D'ailleurs, vous m'avez expliqué pourquoi vous fumez, c'est que ça vous donne une contenance, c'est ça? Parce que Ça vous me êtes fait du bien, oui, timide. ça me fait du bien. Oui, C'est une illusion, hein. bien sûr. Oui. Alors vous dites que ce rôle vous ressemble beaucoup. Il est vrai que pour ceux qui l'ont vu, c'était une fiction, bien sûr, très beau film, mais on ne peut pas s'empêcher qu'il y ait une part quand même d'un autoportrait de vous, ou d'un portrait de vous tout court. Pas tout à fait, non. C'est vraiment une histoire de femmes, comme on en connaît beaucoup, qui vivent autour de nous et qui revendiquent leur féminité, leur sexualité, leur identité. Et tout ce qui concerne leur identité. Et ça, c'est une chose qui m'a touchée beaucoup dans ce scénario. C'est une belle personne. C'est une personne vraie. Et c'est une personne que beaucoup de femmes peuvent revendiquer. C'est pour ça que je l'ai fait. Et c'est surtout une personne très drôle. Et drôle, bien sûr. Alors ça vous a plu, évidemment. Oui, bien sûr. Oui. Mais vous savez que les femmes peuvent être très très drôles Il quand, paraît, quand oui. on leur permet. Mais bien sûr, tout le monde devrait le savoir. Enfin, ça se sait maintenant quand même, hein, Oui, ça s'est oui, arrangé. heureusement. Oui. Mais est-ce que, alors, on va pas parler de tous vos films parce que ce serait impossible, il faudrait des heures. Moi, j'aimerais bien, mais c'est pas possible. On a montré, La Rochelle a montré aussi Manu chez Maud, un certain dimanche soir dernier. Et je vous avouerai que nous, les organisateurs, et peut-être un peu Françoise, on pensait qu'il n'y aurait personne dans la salle, c'était blindé de monde. Ça nous a fait un bien à 8h05, vous imaginez? Donc on venait de prendre un méchant coup sur la tête, Oui. et puis d'un seul coup on a relevé la tête, de savoir Oui. qu'il y avait du... J'y croyais pas beaucoup parce que c'était un jour un peu particulier. Je me suis dit, mais qui va aller voir ce film en noir et blanc ce jour si particulier? Eh bien non, ils sont tous venus me voir. C'est une grande satisfaction. Alors dans Manu chez Maud, vous m'avez dit que Romer c'était une prise, c'est pas plus. Jamais plus, oui. Mais c'est inouï ça. Ouais, ouais. Ça vous a convenu? Enfin, ça vous contrariait pas trop? Mais non, pas du tout. Je trouvais ça très intéressant. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire ce film en noir et blanc sur le Paris de Pascal? Mais ça marchera jamais. Mais c'est épouvantable. À Clermont-Ferrand. Hein. Ah, mais oui, Clermont-Ferrand dans les volcans. Et j'ai eu un très très beau cadeau d'un grand metteur en scène. On a tourné le film, on a tourné la fin du film sur la plage dans le nord enfin en Bretagne. On est allé tourner un jour. Si vous avez vu Maud, vous devrez peut-être vous en souvenir. C'est ce film sur la plage où Jean-Louis Trintignant vient avec sa femme et son bébé, etc. Et il m'a montré, on a tourné le film en hiver. Et ça, on l'avait tourné avant le matériau du film. On l'avait trouvé à la fin. Et il m'a dit, moi je jouais au théâtre à cette époque-là, et quelques mois après, il avait monté la fin du film, et il me dit, je vais vous montrer quelque chose. On est allés tous les deux dans une salle de cinéma, tous les deux, et il m'a dit, voilà, je voudrais vous montrer la fin de ce film que nous allons faire cet hiver, l'hiver prochain. Et c'était la fin du film où on voit cette Maud toute seule qui regarde ce garçon avec lequel elle a passé une nuit
avec sa femme et son enfant, et qui part tout seul. Et il m'a dit, vous savez, on va faire le film, mais je n'ai plus rien à vous dire. Maud vous appartient. C'est pas un cadeau merveilleux, ça, d'un metteur en scène? Et nous n'avons fait qu'une prise. Jamais deux, jamais. Une espèce de pari incroyable. Pascal. Film qu'on a présenté dans le monde entier, enfin. Improbable, quoi. Oui, mais ça, c'est différent. Là, il n'y a pas qu'une prise là-dedans. Hein. Si vous avez vu le film, c'est quand même assez épais. Alors, Manu chez Maud, qui pour beaucoup d'entre nous, moi j'ai eu la chance de le voir, j'étais jeune, c'était un choc. Il y a eu deux chocs, il y a eu Jacques Demy, hein, évidemment, les parapluies de Cherbourg, et puis Manu chez Maud. Et moi, ma réaction de jeune garçon, c'était mais quel con ce Jean-Louis Trintignant de ne pas vouloir coucher avec la plus belle femme du monde. Et puis après, j'ai vu que c'était le sujet du film, bien entendu. Oui, hein. c'est le sujet du film. C'est très très beau ça. Le film a un énorme succès, Françoise, n'est-ce pas? Oui. Et pas simplement en France. Ah oui, dans le monde entier. Avouez que c'est quand même assez magique qu'un film en noir et blanc sur le Paris de Pascal soit passé dans le monde entier. Je l'ai présenté aux États-Unis, en Angleterre. Là, je reçois encore des lettres du Japon. Il passe au Japon, on me demande des photos, des autographes et des choses comme ça. Et il existe ce film, il existe encore. C'est-à-dire que j'existe encore en noir et blanc un peu partout dans le monde. Oui, il y a pire que d'exister en noir et blanc. La notoriété du film, et surtout votre notoriété, on peut le dire, explose avec ce film. Est-ce que vous n'avez pas craint, ou alors que vous n'en avez rien à foutre, que ça vous catalogue du côté d'un cinéma nouvelle vague, intellectuel, le personnage Non, même. j'ai peur de rien. C'est vrai? Non, j'ai pas peur de ce genre de choses-là. Moi, j'ai toujours fait très régulièrement et tout le temps du théâtre. J'ai une formation de théâtre, j'ai une théâtre classique, j'aime les textes et tout ça. Quand on aime comme ça le théâtre et qu'on fait du théâtre régulièrement, on n'a peur de rien. On n'a pas peur. Voilà, je suis quelqu'un d'équilibré dans mon métier. Donc, je le fais le plus aisément possible. Enfin, j'essaie de m'entendre bien avec les metteurs en scène avec lesquels je travaille. Et je crois que je suis relativement honnête dans ce que je représente. Et j'ai quand même un goût assez sûr. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'intéressant? Pour l'instant, ça va, ne vous inquiétez pas. Oui, notoriété, mais et quand on regarde votre filmographie, elle est pas du tout, elle est presque en dents de scie, c'est-à-dire vous disparaissez par moment, vous allez au théâtre, plutôt au théâtre, faites du théâtre. C'est essentiel, oui. Pour moi, c'est essentiel. J'ai fait une école de théâtre. Pour moi, c'est la littérature, que ce sont les auteurs, les choses comme ça, la poésie. Je ne peux pas me passer de théâtre. Je pourrais peut-être éventuellement me passer de cinéma. Si les metteurs en scène peuvent se passer de moi, j'en sais pas, hein. On verra bien. Hein. Mais le théâtre, j'en ferai toujours, oui, je crois, jusqu'au bout. Est-ce que votre expérience, effectivement, vous avez d'abord débuté au théâtre, ça vous a servi pour le cinéma, pour oui. le jeu au mais cinéma? Bien sûr. Déjà respecter un auteur, déjà respecter une image, déjà respecter le travail de l'autre. Déjà, il faut du respect, il faut du travail, il faut que ce soit attentif, c'est un métier difficile et qui doit devenir facile. Mais en même temps, il faut une structure, il faut une base. Moi, je trouve que pour faire du cinéma, il faut quand même savoir dire ce qu'on dit et penser à ce qu'on dit. Et beaucoup de gens au cinéma croient que peut-être, il faut passer par là, être joli, aimable, bien élevé, rigolo, mais sans savoir très très bien comment parler. Et parler, c'est quand même important parce que parler, c'est l'âme, c'est la parole, c'est la sensibilité, c'est ce qu'il faut apprendre aussi aux autres. C'est s'accepter et se faire accepter par les autres. Mais c'est par le verbe qu'on se fait accepter comme ça par les autres. Et malheureusement, le verbe, quelquefois, n'est pas très respecté. Je dis des bêtises ou quoi? Non, ça va. J'ai un côté très professoral tout d'un coup, oui, mais qui ne me ressemble pas du tout. Alors, cher professeur Fabian, oui. Parlez. Alors, est-ce que quand vous étiez petite, vous êtes née en Algérie, quand vous étiez gamine, est-ce que vous parliez, vous racontiez des histoires? Tout le temps, oui. Je me suis toujours raconté des histoires. J'enquiquinais ma famille et surtout ma sœur en vacances quand on dormait dans la même chambre.
où elle me disait ah, tu m'empêches de dormir, arrête de parler, arrête de parler. Je m'enfermais dans les cabinets parce que je savais aussi que personne ne me dérangerait là-dedans. Et elle me disait mais sors, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter des histoires là-dedans? Tu veux sortir, on a besoin de rentrer. Mais je voulais être seule et je me parlais beaucoup. Je parlais beaucoup, toujours, toujours. J'aime le verbe, j'aime l'expression, j'aime regarder les choses, j'aime regarder les gens, je traverse la vie avec beaucoup d'énergie et en même temps beaucoup de respect pour tout ce qui m'entoure. J'aime les gens, j'aime la nature, j'aime mon pays, j'aime les aventures, je crois que je vis par amour. Je crois vraiment. L'Algérie, vous en avez quel souvenir? Des odeurs, des lumières, des goûts, de la nourriture? Vous savez, on ne peut pas parler de l'Algérie comme ça. Moi, je suis née en Algérie et je suis complètement... Je ne peux pas en parler, finalement, parce que c'est trop secret, c'est trop intime. C'est toute ma jeunesse, c'est la beauté de l'Algérie, la beauté de la mer, la beauté du ciel. J'avais un père merveilleux, professeur, qui m'a toujours défendu, qui a toujours voulu qu'on me respecte et être respecté et être écouté. Et j'ai été très très gâtée par mes parents. Mes parents sont d'origine catalane. Mon père et mon grand-père, ma grand-mère étaient du côté de mon père catalan. Et du côté de ma mère, polonais. Donc vous voyez les mélanges. Et tout ça s'est passé en Algérie. Donc il y avait une matière à réflexion entre tout ça. Vous étiez quand même une famille, on vous empêchait pas d'être ce que vous vouliez devenir, en tout cas. Non. Puisque vous allez partir pour Paris et faire une école de théâtre. Oui. Et vous avez comme professeur un ancien élève de Jouvet, je crois. Non? J'ai eu pratiquement tous les professeurs. Parce que bon, j'ai été reçue par René Simon. J'ai été reçue au conservatoire, après avoir travaillé avec tout un tas de garçons merveilleux comme Jean-Paul Belmondo, Rochefort, Marielle. On était dans le même cours et on était tous présentés au conservatoire. Et j'étais une petite fille pauvre qui vivait dans les chambres de bonne. Comme ça, tous ces garçons-là avaient leurs parents. Et j'ai toujours été protégée par eux. Ils m'ont toujours protégée. Et au conservatoire, j'y suis restée pas tellement de temps. Je suis restée 1 an et demi et j'ai tout de suite été engagée. Et j'ai été engagée pour faire 7 films, 7 pièces de théâtre avec un grand Manitou de la Comédie Française qui s'appelait Jean Meyer et qui, après avoir quitté la Comédie Française, a eu le théâtre... j'ai pas la mémoire des noms, bon sang. Le théâtre, à côté, derrière la Comédie Française. Enfin bon, bref. Et, non, pas Récamier. Le Palais Royal, merci. J'ai fait 7 films avec lui au Palais Royal. Ouais. Heureusement qu'il y a des gens qui ont de la mémoire. 7 pièces de théâtre. 7 pièces de théâtre. Comment le cinéma vous fait de l'œil? Enfin, est-ce que c'est... comment ça s'est passé, tout simplement? Ça s'est passé parce que j'ai fait... la première pièce que j'ai faite, c'était au Théâtre de la Madeleine, et qui était... ça vous intéresse, ça? Vous êtes sûr? Je continue, alors? Bon, alors, je continue. Alors, j'étais dans un petit café en face du Théâtre de la Madeleine, et voilà, je prenais le soleil, et il y a quelqu'un qui est venu, un monsieur qui est venu me voir, qui me dit « Mademoiselle... » Alors, je lui dis ça va, hein, vous. Et il m'a dit oh, « c'est pas pour les mauvaises raisons, c'est parce que je suis l'auteur de la pièce qui se joue au Théâtre de la Madeleine, mise en scène par Jean Meyer. » Et il était co-directeur du théâtre, du journal... ce grand journal, ce grand magasin, Paris Match. Paris Match, Raymond Castan. Moi qui n'ai pas la mémoire des noms, je me souviendrai du nom de J'aime. Alors il m'a dit, écoutez, là je pense que vous avez la possibilité de jouer un personnage qui vous ressemble comme ça, des longs cheveux, un peu sauvage. Il y a un personnage comme ça dans ma pièce qui est présenté par Jean Meyer. Jean Meyer, qui était le pape de la Comédie Française à cette époque-là, mais qui faisait des mises en scène à l'extérieur. Évidemment, lui, il était metteur en scène, il pouvait. Donc il me voit, il me dit ah, mais vous avez un physique comme ça, un peu sauvage. Hein, vous pourriez prendre l'accent marseillais,
parce que j'ai besoin d'une jeune fille marseillaise. Il me dit, je dis, oh, ben, qu'à cela ne tienne, je peux toujours essayer. Il me dit, ben, je vous prends. Et j'ai fait cette pièce. Et puis là, Vadim, qui était aussi à Paris Match, m'a vu et m'a proposé le premier scénario qu'il a fait pour Brigitte Bardot, premier film de Michel Boiron, qui s'appelait Cette sacrée gamine. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier film, où je jouais un docteur psychiatre de 40 ans. Une composition. J'étais déguisée. Oui, oui. Et donc, vous croisez Brigitte, alors bébé. Bien sûr. Bon, et alors C'était le premier film de Vadim pour Brigitte Bardot. Oui. Et comment vous l'avez vue, cette femme qui allait devenir cette star, ce symbole Elle était pas encore la star qu'elle était maintenant. Non, elle était assez silencieuse. Elle mangeait toujours, elle buvait du... Mais je vous raconte l'histoire de Brigitte Bardot ? Non. Ah, si ça vous intéresse, c'était assez marrant parce qu'elle ne mangeait pas, mais elle suçait des tubes de lait condensé. Elle était nourrie de lait concentré. Elle buvait toujours de l'eau en buvant du lait concentré. Ce qui explique en partie. Et elle était toujours de mauvaise humeur. Ah bon ? Oui, toujours. Mais pas vous, apparemment. Elle parlait à personne, elle était farouche comme ça. Elle avait l'air de s'ennuyer beaucoup. Non. Enfin, ça lui est passé après. Oui. C'était un de ses premiers films. Hein. Oui, absolument. Ouais. Bon, Je crois le premier. Peut-être, oui, peut-être. Cette sacrée gamine, Michel Boiron. Elle n'avait pas joué dans un film avec Gabin. Si. Ah, plus tard, si, je crois. si. Hein Plus tard. Je ne sais pas. Je n'ai pas en tête la vie de Brigitte Bardot en mémoire. Non, curieusement. Non, oui. parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses avec Brigitte Bardot. Je n'ai pas pu tout retenir. Non, bien sûr que non, bien sûr. On imagine sans peine. En tout cas, comme on dit, le coup est parti. Vous êtes Et voilà, c'était comme ça. C'était, voilà, là-dessus, Jacques Becker, qui préparait un film, m'a vu dans ce film-là. Et il m'a dit, je vais vous rencontrer. Quand il m'a rencontré, il m'a dit, mais vous êtes un enfant. Ben, bien sûr, j'avais 19 ans et demi. Mais j'avais fait un docteur psychiatre de 30 ans. Habillé par Cardin, très, très chic, très comme il faut. Ça ne me ressemblait pas du tout. Mais bon, Jacques a fait le film sans moi. Et puis après, bon, on s'est rencontrés, on s'est mariés, on a fait un enfant. Et Jacques m'a enlevé. Kidnappé. Il m'a kidnappé, oui. Ah ouais, Oui. ah ouais. Le vénard. J'ai plus fait de film, ni pièce, ni film, ni rien. Pendant 4 ans, j'étais mariée avec lui. C'était un plein temps. Non. Il m'économisait parce qu'il avait 3 rôles pour moi dans 3 films qu'il avait l'intention de faire. Qu'il n'a pas fait, malheureusement. D'accord. Alors après, ça va être de l'éclectisme, je trouve. Vous allez jouer dans des polars, vous allez jouer dans des comédies, vous allez rencontrer un petit peu plus tard Rivette pour Out One. Oui. Ça faudra que vous nous racontiez ce que m'a raconté hier soir sur Out One. Hein. Ça, c'est formidable. Oui. Et puis, on n'arrive pas, même à l'époque, je crois, on n'arrive pas à vous caser. On ne peut pas dire, on dit, oui, elle est très très belle, mais c'est pas une vampe. Oui, c'est une bonne actrice, mais elle est insaisissable. On sait le côté sauvage qu'avait repéré pour le théâtre. Vous aviez conscience de ça ou pas du tout ou... Non, j'étais quelqu'un de très, très, très timide. Très timide et j'étais assez secrète. J'étais très solitaire, finalement. J'aimais beaucoup la littérature, je passais ma vie. Puis j'étais pianiste aussi, je faisais du piano. Voilà, j'ai un père qui avait une bibliothèque très très importante et qui aimait beaucoup beaucoup les lettres et qui m'a appris à aimer les lettres et la littérature et les auteurs. Et puis j'ai fait du piano à partir de l'âge de 5 ans. J'aimais beaucoup la musique. Enfin voilà, j'étais assez libre, assez têtue et très exigeante. Je me rends compte que j'étais toujours très exigeante avec les gens et avec ce que je devais préférer dans la vie. Et j'avais des préférences, j'ai eu toujours des préférences. J'ai fait toujours des choix. Je ne me suis jamais laissée aller en dehors de mes choix. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je ne sais pas. J'ai choisi d'être ici avec vous, ce qui est bien agréable.
Alors, vous allez rencontrer un type, un beau mec, hein, un beau gars, qui s'appelle Bosu, comme vous l'avez appelé. Oui, Bosu, oui, Bosu. Vous l'avez rencontré sur un tournage, hein, c'est ça? Oui, oui. Je l'ai rencontré ça sur vous un fait tournage encore avec rire Gabin. aujourd'hui. Il a fait 7 films avec Gabin. Ils s'adoraient tous les deux. Et Gabin ne pouvait pas faire un film sans avoir demandé un rôle pour Bosu. Et puis je l'ai rencontré quand on a fait les essais. J'ai fait un film avec Gabin qui s'appelle, qui n'est pas dans les mémoires très vivaces. Comment ça s'appelait déjà? Je ne sais plus. Voilà, bravo. Le Rouge et Mi, oui. Et je faisais une nana comme ça, au milieu des garçons un peu pas recommandables. Gabin était tout à fait charmant. Et il a demandé Bosu pour 7 films. Et tous les films, il y avait Bosu dedans. Et j'ai rencontré Bosu là, dans ce film-là. C'était absolument imprévu. Et nous avons vécu 24 ans ensemble. Ouais. Alors, je crois que c'est dans un film d'ailleurs avec Gabin, il y a un dialogue absolument formidable. Gabin vous dit, parce que bon, vous êtes un peu au contact des voyous, vous en avez planqué 2-3, il dit, mais tu sais, gamine, ou je ne sais pas comment ils appellent dans le film, mais avec ça, tu risques 10 ans. Et vous dites 10 ans de prison, et il dit, oui, pas 10 ans de vacances. Oui. Voilà. Et donc, il y a une espèce d'humour vache de Gabin, enfin, Oui, de dialogue. oui, oui. Et alors, vous avez une espèce de, comme ça, de quant à soi. Alors, je vous dis ça parce que la scène est anecdotique, le film est pas mal, hein, mais d'un seul coup, je me suis dit, mais quand j'ai revu, que j'ai préparé pour La Rochelle... Oh là là, j'ai pas vu depuis très longtemps, moi. Hein? J'ai pas vu depuis très longtemps, ce film. Bon, si, ça se trouve. Ah oui? Ouais. Oui, mais où le trouver, je sais pas. Bah, J'ai pas une cinémathèque, moi. Oui, mais je vous dirai à l'oreille après. Ah, d'accord. Oui, bon. Non, des fois, c'est pas très légal, les endroits où on les trouve. D'accord. Donc voilà, bon, etc. Bon. Toujours est-il que quand j'ai revu ça, entre autres, ou comme Raphaël, etc., j'ai dit, mais son truc à elle, c'est une sorte de quant à soi, ce qu'on appelle du quant à soi. C'est-à-dire, vous jouez plein de rôles, vous pouvez vous balader dans des registres incroyablement différents, et qu'il y a toujours une espèce, c'est peut-être dans le regard un peu fuyant. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde ailleurs, peut-être qu'elle ne regarde rien, mais c'est ce qu'on appelle du quant à soi. Vous êtes d'accord avec ça? Non, j'y avais jamais pensé. Alors? Mais c'est vous qui le dites, hein. D'accord. Bon. J'ai absolument pas conscience de ça. Non. Ah, j'ai du compte à soi, moi. Peut-être, je sais pas. Je me rends pas compte. C'est pas de Non, l'absence. je suis hein. timide. Je suis quelqu'un Alors, de très c'est ça, timide. oui. Je suis pas sûre de moi du tout. Je déteste faire des photographies. Je déteste. Je trouve que j'ai l'air bête en photo. On est là, on pose, on a l'air complètement idiot. Je suis pas décontractée comme ça dans la vie. Il faut que je me force toujours un petit peu. Je suis timide et je suis quelqu'un. Je ne m'aime pas beaucoup. Je ne m'aime pas beaucoup, mais je suis arrivée à me respecter. C'est étrange, hein, comme choix. Mais je suis pas, je suis pas du tout. Attention, Madame. J'ai pas le côté Madame Gendranville, pas du tout. Je respecte les autres. Je trouve que les autres sont toujours mieux que moi. Voilà. Alors, je fais ce métier et je me force toujours un peu. C'est vrai. Là, je vous fais une confidence, hein, parce que j'ai jamais dit à personne. Là, je me force toujours un peu. Après, je m'apprivoise. Mais je suis difficile à apprivoiser. Ça vous laisse muet. Ah, ça me laisse quoi? C'est ça quoi? Sans voix? Oui. Oui. Alors, il faut que vous nous racontiez cette aventure avec Jacques Rivette pour le film qui s'appelait Out One. Et racontez-nous un peu Out One, parce que c'est quand même Out One qui a une réputation qui est très importante dans l'histoire de la cinéphilie, la nouvelle vague, etc. Vous m'en avez raconté une drôle de version hier soir. Hein? Bah, oui, parce que Rivette m'avait vu au théâtre, j'imagine. Ou peut-être dans mon deuxième film, j'en sais rien. Il avait cette réputation, les cahiers du cinéma. J'étais très amie avec tous les cahiers du cinéma, comme Romer qui était au cahier du cinéma, et puis ce merveilleux écrivain, là, j'ai pas la mémoire des noms, c'est une horreur. En tout cas, Rivette, qui faisait partie des cahiers du cinéma, vient me voir un jour et me dit, je fais un film sur la préface des 13 d'Honoré de Balzac, la préface de Balzac qui s'appelait L'histoire des 13. De 13 personnes qui voulaient faire une société idéale. Et je veux que mon film soit basé sur cette histoire. Donc il
il y avait tous les cahiers du cinéma, Jean-Paul Léo, enfin, tous ces gens dont j'avais entendu parler, qui étaient tous des acteurs des cahiers du cinéma, de la nouvelle vague. Et, bon, moi je jouais la puce à l'oreille à cette époque-là, que j'ai joué pendant 2 ans. Et Rivette est venue et me dire, voilà, je voudrais vous poser quelque chose. Vous faites partie de D13 et vous êtes une avocate. Moi qui n'ai aucune notion de jurisprudence et que je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Je me dis, mais j'y connais rien, moi j'ai pas je ne peux pas avoir le vocabulaire d'une avocate. Mais non, mais vous vous débrouillerez très bien. Alors la scène c'est ça, vous allez rencontrer Juliette Berthaud qui a volé dans votre bureau. Je vous le dis comme il m'a raconté, c'est-à-dire que je ne savais comme vous rien. Alors, dans votre bureau, Juliette Berthaud a volé un document et vous voulez absolument le récupérer. Donc, cette scène-là va être comment allez-vous récupérer ce document que Juliette Berthaud a volé chez vous dans votre bureau d'avocate? Comment je vais faire? Alors, j'appelle Rivette le soir même, je dis non. Rivette, je peux pas, moi je suis une actrice de théâtre, j'ai besoin d'un texte, qu'est-ce que vous voulez que j'invente? Non, venez, on aura tout le temps, vous prendrez tout le temps. Et je suis allée, c'était sur la terrasse du Moulin Rouge, à Paris, et je suis allée, il y avait Juliette Berthaud qui était là, et il fallait que... Alors on était 4, il y avait Juliette Berthaud, moi, Rivette et le chef opérateur. Comment je vais faire ça? Et je ne sais pas. Je suis incapable de vous dire comment j'ai fait, mais j'ai parlé, je l'ai embobiné, je ne sais pas comment, mais elle m'a rendu le document, et quand il a découpé, on avait mis à peu près 20 minutes pour faire la scène. Je ne sais pas ce que j'ai dit, du tout. Aucun dialogue écrit. Aucun dialogue. Alors il fallait vraiment avoir du culot pour faire ça. Et le culot aussi, c'était... Et alors, après... Arrivé, c'est un film qui dure combien de temps, la première version? La première version dure 14 heures. Ils sont allés, je crois, dans le monde entier, avec tous les comédiens qui sont partis avec lui. Ça dure 14 heures. Et les cahiers du cinéma sont allés au Havre. Il y avait Truffaut, il y avait Romer, il y avait, tous les cahiers du cinéma qui sont allés au Havre pour se payer les 14 heures du film au Havre. Après, le film a duré 4 heures. Probablement, beaucoup de gens ne l'ont pas vu. Non, le problème, sauf les amateurs. Les grands amateurs, les grands cinéphiles, et même pas. Oui, je ne sais pas. Oui, on sait pas. Donc, après, il fait un clip de 4 heures, oui. Et là, ça marche quand même. Je ne sais pas. Si, moi je sais. C'est-à-dire que ce n'est pas un succès public fracassant, non, on ça imagine peut pas. bien, Ça peut mais d'un pas, seul oui. coup, une réputation. Oui. Et d'un seul coup, vous entrez... Après être rentré dans... J'en ai fait un autre avec Sandrine Bonner. Avec Sandrine Bonner. Oui. Mais vous entrez une deuxième fois dans le monde de ce qu'on appelait le cinéma d'auteur, des cahiers du cinéma, après Romer, C'est ça, Rivette. oui. C'est comme ça que Romer m'a vu, probablement. C'est comme ça que Truffaut m'a vu. C'est comme ça que... je ne sais pas. Tout ça s'est passé en dehors de moi, finalement. Ils ont parlé de moi entre eux, mais je ne savais pas. Godard, jamais. Hein. Non, pas Godard. Et Chabrol? Non plus Chabrol. Hein. Non plus Chabrol, non. Mais je devrais savoir, parce que j'ai préparé le truc, mais bon. Et puis... Mais Godard, quand j'étais mariée avec Jacques Becker, tous les cahiers du cinéma aimaient beaucoup Becker. Becker était passé à travers leurs critiques, parce qu'ils en ont démoli quelques-uns quand même. Et Becker était passé à côté de leurs critiques. Et je me souviens que Godard avait fait comme ça, un documentaire avec 2 filles. 2 filles qui se parlaient, enfin qui devaient se parler, mais il n'y avait pas de son. Alors comme Becker était très ami avec les cahiers du cinéma, qu'il était très respecté comme Renoir, qui était très respecté par les gens du cahier du cinéma, Godard nous avait invités dans une salle à l'Étoile, à La Rouge, je ne sais plus lequel, et nous étions tous les deux, enfin, et Godard était devant. Il n'y avait pas de dialogue. On les voyait se parler, mais il n'y avait pas de dialogue. Et c'est lui qui faisait les 2 filles. C'était complètement étrange parce qu'on regardait l'image, mais c'était lui qui parlait à la place des filles, parce que le son n'était pas encore fait. C'était croquignolé quand même. Hein.
C'était assez particulier. Moi, je trouvais ça hallucinant. Moi qui faisais du théâtre, écrit, bien ordonné, bien catalogué comme ça, je trouvais que ce cinéma était complètement dingue. Et avec sa voix qui faisait une... Et l'autre qui répondait, oui, tu comprends. Alors il faisait la voix des deux filles, et on était tous les deux, Jacques et moi, derrière la salle, au fond. Et je me disais, mais ils sont fous ces mecs, c'est bizarre quand même. Hein, enfin bon, bref. Et alors, tout ça sont des souvenirs, oui. Quoi, bah oui, c'est bon. Oui. Bon. Vos souvenirs sont les nôtres, hein, parce que nous, on a vu les films. Oui, mais là, quand même, j'en suis arrivée à Rose. Vous avez vu Rose? Vous avez aimé Rose? C'est un joli personnage, hein? J'aimais bien ce personnage, il est complet. Ça a beaucoup de charme. Qu'est-ce que je peux vous dire qui puisse vous intéresser? On peut faire un petit arrêt, parce que je crois que vous avez beaucoup aimé jouer dans ce film. C'est Jacques Demy, Trois places pour le 26, où il vous confie un rôle magnifique. Mais vous ne chantez pas. Mais si, vous avez failli chanter, oui, c'est ça? J'ai failli chanter dans Podane. Podane, expliquez, vous avez failli être... Il m'avait proposé de faire la fée de Podane. La fée des Lilas. La fée des Lilas. Et je ne pouvais pas parce que je jouais au théâtre. Et j'étais en tournée où je jouais au théâtre, je ne pouvais pas tourner. Et c'est Delphine Seyrig qui revenait d'Amérique et qui l'a fait. Mais moi, j'aurais chanté. Mais je n'étais pas libre, je faisais du théâtre. J'ai beaucoup raté des films à cause du théâtre. Je n'étais pas tout le temps libre, je faisais toujours du théâtre. J'aurais pu faire beaucoup plus de films, beaucoup plus. Alors donc, 3 places pour le 26. Alors vous oui, tenez à la une fin, parfumerie. 3 places pour le 26, avec mon temps, oui. Oui. Un joli film qui n'a pas marché énormément. Non, il est sorti à un mauvais moment. Mais je n'ai pas regretté parce que j'adorais Demy. J'ai une passion pour son cinéma. J'adorais son univers. Et puis, comme j'adore la musique, tout ça, c'est... Enfin, j'ai eu une belle vie dans ce métier-là. J'ai aimé tellement les choses que je faisais. Et au théâtre et au cinéma, j'ai tellement de bons souvenirs. J'ai eu tellement de gens avec lesquels je me suis bien entendue, que j'ai aimé. C'était beau. C'était beau tout ça. J'espère que ça continuera un peu. On dirait le début d'une chanson. Parce que vous avez chanté, vous chantez toujours. Oui. Et on peut dire qu'il y a un album qui va... Non, on n'a pas le droit de le dire. Oui, j'ai un album qui est sorti avec Alex Baupin il y a 2 ans. Et puis là, je vais en présenter un autre de chansons au mois d'octobre, probablement. C'est une primeur pour vous. Voilà. Alors, je viendrai peut-être au théâtre ici, là, chanter des chansons. Mais pour ceux qui ont assisté peut-être à Manu chez Maud, vous avez vu qu'elle a chanté. C'était pas du tout prévu, hein. Bon. Donc attendez-vous à ce qu'elle rechante, hein, ça va chauffer des points. Si vous avez, alors peut-être des questions. Mais pas a cappella, je serai accompagnée. Oui. Vous connaissez la blague je crois que c'était comment c'était cette princesse là qui chantait, Stéphanie de Monaco, à qui on a dit vous avez déjà chanté a cappella? Elle dit non, j'y suis jamais allée. Bon, est-ce qu'il y a des... je savais pas. Elle est bien. Hein. Mais bon, c'était charmant, elle avait 17 ans, enfin je sais pas quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, voilà, madame. Il va falloir vous donner un micro. Alors, je sais, voilà, 2 secondes. Apparemment pas. Ah bon? Ah oui, c'est ça. On appelle les... Oui. Bonjour madame, j'ai pas une question, j'ai un truc à vous dire. J'étais jeune fille dans les années 70 et j'allais au cinéma. Et c'est bien que vous ayez parlé de votre voix, parce que toutes les actrices que j'entendais minaudaient sans arrêt. Et je me disais, mais je peux pas parler comme ça, sauf vous. Et vous avez été un modèle, parce que la façon dont vous parlez dans les films, c'est une façon déterminée. Alors que toutes les autres actrices qui étaient célèbres à cette époque, gna 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 gna. Voilà. Donc je voulais vous remercier pour ça, vous en êtes pas rendu compte, mais voilà. Pas du tout, j'étais pas vous avez consciente. une voix déterminée, malgré votre timidité. Et c'est le quant à soi dont il a parlé. C'est un peu maladroit, le quant à soi. Moi, je dis déterminé. Et je vous remercie beaucoup. Mais quelle beauté! J'adore ce que vous me dites. C'est la première fois qu'on me le dit. Merci beaucoup. C'est un vrai cadeau que vous me faites là. Ah oui.
Je peux vous demander, s'il vous plaît, si Aurélie Saada est la fille de Norbert Saada. Je ne crois pas, non. Non, Je ne lui ai pas demandé, voyez-vous. mais Mais Norbert, je ne crois pas. La réponse est Norbert non. Saada. Non, c'est une Non, non, homonyme. je ne crois pas. C'est une- Non. Ah bon? Pourquoi Des ça Saada, il y en a pas mal, hein, quand même. Oui, vous oui, savez. oui, il y en a partout. Oui, il y en a partout. Une autre question, si vous avez envie. Excusez-moi, est-ce que je pourrais vous demander quel souvenir vous gardez de Michel Deville et de Raphaël ou le débauché avec Maurice René et vous? C'était un grand moment de bonheur dans ma vie. Nina Compagnaise, avec les Dames de la Côte, qui a duré pendant des années, tous les étés. Et puis, oui, le film que j'ai fait avec Maurice et Michel Deville. C'était un des grands moments de ma vie, ça, de bonheur total. J'ai tourné avec des acteurs merveilleux. Les Dames de la Côte, par exemple, c'était des acteurs merveilleux, tous des grands acteurs. Et Nina est restée toute ma vie. Elle resterait une de mes grandes amies, malgré qu'elle soit partie. Et Michel aussi. J'ai beaucoup aimé de travailler avec eux, beaucoup. Merci. Il y a une chanson d'ailleurs qui s'appelle Raphaël ou les débauchés. Ouais. Qui s'appelle Raphaël en tout cas. Ouais. Alors, n'ayez pas peur. C'est nous qui avons la trouille, hein, c'est pas vous. Hein. Mais non, ils n'ont rien à demander, c'est tout. C'est tout, ouais, voilà, ils sont- N'est-ce pas? Si, il y a un monsieur qui veut... Non, je vois pas, c'est une dame, un monsieur. Oui, je suis là, je suis là. Où ça? Juste ici. Ah oui, voilà, c'est bien, agitez vos bras. On vous connaît beaucoup pour vos films et aujourd'hui, vous nous avez extrêmement parlé de l'amour que vous portez pour les pièces de théâtre. Ça a été quoi la pièce de théâtre dans laquelle vous avez préféré jouer, que vous avez préféré préparer? Je n'ai pas très bien compris le début de la question. Excusez-moi, c'était... on vous connaît beaucoup pour vos films. Ma pièce de théâtre Oui, préférée? votre pièce de théâtre préférée, c'était laquelle? Ah, c'est une question difficile. J'ai adoré jouer Agrippine dans Britannicus, au théâtre, mis en scène par Claude Santelli. J'ai adoré jouer les classiques, j'ai adoré jouer... Je sais pas, j'ai travaillé beaucoup les classiques au conservatoire, tout ça. Là, tout d'un coup, vous me posez une question parce que les noms ne me viennent pas immédiatement. Aidez-moi un peu. Laquelle, pardon? Filomena Marturano. Ah mais oui, j'ai eu la chance de connaître Eduardo De Filippo, qui m'a dit « Devi fare la Filomena ». Devi fare la Filomena. Et alors, il y a des amis à lui qui disaient « Mais non, elle est parisienne, elle est française, elle ne pourra jamais jouer une pute napolitaine, jamais. Devi fare la Filomena ». Et il m'a donné les droits. Et j'ai joué avec un grand, grand bonheur le personnage de Filomena Marturano, qui a été joué par Sophia Loren au cinéma. Et j'ai joué un autre film qu'a fait Sophia Loren au cinéma, c'était Perché si ucciso magistrato. Qui est montré ici, hein. Ouais. Film de Damiano Damiani. Oui. Ah oui, ils avaient une carrière italienne. Mais ça se faisait beaucoup à l'époque. Hein. Oui, ouais. Dans ces années-là, ça y est, le Rome-Paris, c'était beaucoup d'acteurs français allaient jouer en Italie, Oui. et réciproquement. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait des coproductions qui étaient faites beaucoup avec l'Italie à une certaine époque. Donc les Italiens venaient en France, comme Marcello Mastroianni qui a beaucoup travaillé en France, et beaucoup d'acteurs italiens français qui ont travaillé en Italie, parce qu'il y avait des coproductions franco-italiennes. Après, ça s'est arrêté malheureusement. Il n'y a plus de cinéma tellement italien. Mais Marcello Mastroianni aussi, il est venu beaucoup en France travailler. Sophia Loren, enfin bon. Ouais. Et nous sommes beaucoup travaillés. Moi, j'ai pas mal travaillé en Italie. J'ai fait pas mal de films en Italie. Ouais. Est-ce qu'au cinéma, votre rôle préféré est celui de Rose? Bah, pour l'instant, oui.
En attendant le prochain, hein, de pied ferme. Ouais, c'est un beau rôle, hein. Elle est belle, cette rose, elle est charmante. Mais elle a des épines Ouais, aussi. ouais, Hein. ouais, ouais. Elle a des épines. Elle a de la force, Oui, rose. oui. Et puis c'est un modèle pour une femme rose, d'une certaine manière, c'est un modèle. Mm. Ouais. Bonjour. Bonjour. Ça fait aujourd'hui un peu plus de 8 ans que je fais du théâtre. Et ma question, ce serait, est-ce que vous avez des conseils à donner pour une jeune personne comme moi qui voudrait potentiellement se lancer dans ce milieu-là? Mais vous parlez tellement vite que je ne vous comprends pas. Excusez-moi, je suis un petit peu stressée de On parler voit devant que vous autant de n'avez pas monde. l'habitude du micro. Non, non, parlez-moi tout doucement, doucement et calmement. Ça fait aujourd'hui un petit peu plus de 8 ans que je fais du théâtre. Ah bon? Et ma question, ce serait, est-ce que vous avez des conseils à donner à une jeune personne comme moi qui voudrait potentiellement se lancer dans cette carrière-là, un peu plus tard, professionnellement, ou dans une carrière dans le cinéma ou dans le théâtre? Travaillez. Travaillez tout. Si vous avez des personnages qui vous plaisent, lisez-les et vous les mettez en bouche. Et même si vous n'avez pas de professeur qui vous plaise, travaillez vous-même. Essayez de comprendre ce que vous dites. Essayez d'aller dans une œuvre en profondeur. C'est comme ça qu'on apprend. C'est par soi-même qu'on apprend. Voilà, c'est quand on veut. Si vous aimez assez le théâtre, lisez énormément et essayez de comprendre, mais en profondeur, tout ce que vous lisez. Essayez d'imaginer aussi. Il y a beaucoup d'imagination dans le travail, beaucoup. Alors imaginez, travaillez votre voix, travaillez votre articulation, respectez ce que vous faites. Ne le faites pas comme ça par-dessus la jambe. Respectez et aimez ce que vous apprenez. C'est indispensable. Si vous n'aimez pas, n'apprenez pas. Merci. Pas mal, non? Ouais, bon. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Je ne sais pas du tout si on a encore un peu de temps, j'ai aucune idée. Il faudrait que quelqu'un nous dise. Mais voilà, ben, monsieur, si vous voulez. Attendez, la dame. Tenez, madame. Oh, ça me fait plaisir. Ben, c'est un film. Pas très bon. Non, non, je crois qu'il était à un moment de sa vie où il avait beaucoup de problèmes. Problèmes sentimentaux et problèmes de santé. Et ça se ressentait en tout cas, dans ses rapports avec moi. Dans ses rapports avec moi, c'était un tout petit peu difficile. On n'a pas été très, très, très proches. J'étais très proche des deux metteurs en scène. J'aimais beaucoup l'histoire, j'aimais beaucoup mon personnage, mais on s'est survolé, quoi. Ça n'empêche pas qu'il ait beaucoup de talent, qu'il avait beaucoup de talent, en tant que chanteur aussi, en tant que comédien. Mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Mais c'était pas grâce à Guy Marchand. Enfin, ça regarde que moi, hein, finalement. Allez-y. Aviez-vous des... Bonsoir. Ah, vous êtes deux sur le coup. Alors, bah, allez-y, madame. Aviez-vous des modèles quand vous avez commencé le théâtre et même après? Et est-ce que, éventuellement, ces modèles, vous les avez rencontrés et qu'est-ce que vous avez éprouvé? Des modèles d'acteurs ou des modèles d'acteurs, des modèles d'actrices? Oui. J'ai été très très proche de... Mais je n'ai pas la mémoire des noms. Mais c'est épouvantable, ça. Denise Gray, par exemple, qui a été dans Les Dames de la Côte et tout ça, qui était ma mère. Edwige Feuillère, Madeleine Renaud. J'ai aimé beaucoup... il y a tellement d'actrices que j'ai aimées, d'acteurs que j'ai aimés. Là, ça ferait une liste un peu trop grande, et comme je n'ai pas les mémoires dedans, ça serait vraiment laborieux. Hein. Mais j'ai le goût... J'aime admirer. J'aime les gens qui m'inspirent du respect et de l'admiration. Parce que je me régale, c'est régalant quand on admire les gens et qu'on adhère à ce qu'ils font et on a envie d'être à leur place, quoi. Bon, j'ai beaucoup aimé
des metteurs en scène aussi, metteurs en scène, des films. J'ai adoré beaucoup de films, j'ai adoré beaucoup d'acteurs, j'ai aimé des acteurs anglais, des acteurs américains. J'allais au théâtre aussi en Angleterre, je suis allée au théâtre en Allemagne, en Italie. Il y a trop de monde que j'ai aimé pour en parler, parce que c'est innombrable ce que j'ai pu aimer. Vous voulez dire qu'ils m'ont inspiré? Qu'ils m'ont inspiré? Je ne sais pas. Je crois que j'ai été plus inspirée par mes lectures que par des choses que j'ai pu voir. Parce que mes lectures, j'inventais les choses. Je les imaginais moi, je les faisais vivre moi-même. Donc j'étais très, très proche de ce que je disais, de ce que j'écoutais, de ce que j'admirais. Et alors, évidemment, quand je voyais un acteur obéir à mon admiration initiale, j'avais une gratitude vis-à-vis de lui ou d'elle. Mais j'ai admiré tellement de gens que je ne peux pas vous les citer tous. J'ai aimé tellement le cinéma anglais, le cinéma américain, le cinéma allemand, le cinéma italien, le cinéma français, et le théâtre. Je suis allée beaucoup au théâtre aussi à l'étranger. J'aime beaucoup les comédies musicales, beaucoup les comédies musicales. Bon. Peut-être une ou deux dernières Oui, questions. bonsoir. Où êtes-vous? Oui. Bonsoir. Là. Ah, là. voilà, Oui. bon, là. très bien. La dame Okay. qui est là. Bonsoir Françoise. Oui, bonsoir. Voilà. Là. Oui, ça y est, on vous a vu. Vous me voyez? Ouais. C'est Okay. là ou ici? Ici. Tout à l'heure, vous avez évoqué Delphine Seyrig, qui a été une grande féministe militante. Oui. Moi, je voulais savoir, est-ce que c'est un mouvement que vous avez rejoint à l'époque? Ah, mais bien sûr. Nous étions ensemble au procès de Bobigny. Et comment? Moi, j'ai travaillé aussi avec... j'ai même fait... avec Simone Veil, on a fait une rencontre avec les filles du mouvement Choisir et tout ça, les filles du MLAC et tout ça. On a fait... à un moment donné où la loi devait se transformer, on avait fait un mouvement avec Simone Veil, et il y avait beaucoup de femmes qui... Mais comme actrice, il y avait Miu Miu et moi. Et on n'a jamais parlé de cette soirée. Personne n'en a jamais parlé. Et Simone avait fait un discours très, très important. Et moi, j'avais raconté une histoire qui m'était arrivée, très, très, très pénible, qui m'a abîmée pendant plusieurs années. Et j'ai raconté ça au moment où la loi devait être elle était reconduite. Oui. C'est indiscret de vous demander de nous la raconter? Pardon? C'est indiscret de vous demander de nous la raconter? Ah non, mais ce serait trop long. Ok. Non, ce serait trop long, oui. Merci. Et puis c'était dans un mouvement. C'était pas comme ça dans un cinéma. C'était dans un mouvement politique. Alors, qui va avoir le courage de poser la dernière question? Ils savent tout, apparemment. Alors, oui, là. Allons-y. Alors, on ne vous entend pas. Il faut qu'on vous entende, monsieur. L'Américain de Marcel Bozzuffi. Oui, voilà, vous m'avez entendu. Donc. Moi, j'ai entendu, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce très beau film? Mais oui, c'est un beau film. Ça me fait une petite émotion, là. Alors, je suis un peu barbouillée, là. L'Américain. Je n'étais pas dans l'Américain. Je suis partie quand il a présenté l'Américain à Paris. Je suis partie à New York présenter Ma nuit chez Maud. Et le jour où je partais pour New York, il présentait l'Américain à Paris. Et c'était Costa Gavras qui était son tuteur, avec lequel il avait fait Z en Algérie. Si vous voulez que je vous parle de Marcel Bozzuffi, ça va être très, très difficile parce que c'était mon grand amour. J'ai vécu 40 ans avec lui.
Et c'est quelqu'un de trop précieux pour que j'en parle comme ça. Merci Françoise. Merci en tout cas à vous. Alors une dernière question. On m'a dit qu'on avait le droit encore à une dernière question. Alors nous vous écoutons, monsieur. Bonsoir. Dans les années 50, j'ai vu un film, je devais avoir 14 ans. Ah, je vous entends mal. On ne vous entend pas. Oui. Dans les années 50, Voilà. j'ai vu un film qui s'appelait Michel Strogoff. Je devais avoir 14 ans par là. Et je sais que vous jouiez dedans. Ah ben, comment oui. Et alors, est-ce que vous vous souvenez du rôle que vous teniez dans ce film? Oui, bien sûr. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui. Une minute. Oui, on a tourné ça à Belgrade. Avec Kurt Jürgens, qui jouait Michel Strogoff. Et moi, je jouais une esclave circassienne. Bravo! Napko! Ah oui! Et... Ah bon? Oui, c'était extraordinaire parce que c'était en Yougoslavie et je sais que j'avais eu... Le film ne m'a pas follement intéressée, bien sûr, parce que j'étais déguisée. Enfin, oui, c'était le voyage en Yougoslavie à cette époque-là. C'était extraordinaire de vivre en Yougoslavie à cette époque-là, parce que Pierre Lazarev, quand je lui avais raconté mon voyage en Yougoslavie, m'a dit, si vous voulez, je vous donne la dernière page de François pour que vous écriviez un article là-dessus. Parce que j'avais écumé la Yougoslavie avec ce petit rôle de Natko. C'était surtout sur le plan politique que ça m'intéressait, la Yougoslavie, à cette époque-là. Mais c'était... en Yougoslavie, c'était formidable. La misère, c'était inouï. Les garçons étaient autour des arbres, comme ça, ils se parlaient. Les filles ne sortaient pas. Il y avait des garçons il y avait des jeunes comédiennes qui étaient dans les étages et des garçons qui montaient pour aller voir des jeunes comédiennes. Et il y avait une police incroyable dans les hôtels où les garçons étaient obligés de tomber du balcon. Mais c'était d'une tristesse affreuse. Il y avait des magasins où il y avait deux morceaux de savon, ça coûtait, je ne sais pas, la valeur de 200 €. Une bicyclette, ça coûtait 1 million. Et il y avait une misère, mais incroyable. Incroyable. Et je n'étais pas très intéressée par le film, mais j'étais intéressée par la politique et le mode de vie que vivaient les Yougoslaves à cette époque-là. Et encore, c'était assez libre, mais les jeunes gens n'avaient pas de liberté. Les jeunes gens ne pouvaient pas aborder les filles. Les filles ne pouvaient pas parler aux garçons. Et il y avait une misère mentale terrible. Ils n'avaient rien à faire. Il n'y avait aucun loisir, rien. La pauvreté. On ne pouvait rien acheter. Et c'est ça qui m'intéressait. Parce que le rôle de Natko, bon, même d'accord, c'était bien, mais... Il y avait on était à Avala. On tournait à Avala, dans le nord de Belgrade, dans les collines là-haut, et il y avait des figurants, beaucoup de figurants. Et les figurants étaient parqués dans des grands champs entourés de barbelés, et on leur donnait une miche de pain, et les enfants et les femmes, et ils étaient tous habillés de blanc, on aurait dit un parterre de colombes, mais presque aussi grand que la salle, quoi. Et il faisait de la figuration. Et en plein soleil. C'était un régime, mais terrifiant. Et il y avait des choses merveilleuses aussi, parce que de la montagne, il y avait des musiciens qui arrivaient, avec des violons, où il y avait trois cordes de violon, parce que le reste était cassé. Et moi, je dansais avec eux. J'étais jeune, j'étais très jeune. Mais j'étais passionnée par ce que je voyais partout. Les garçons ne pouvaient pas parler aux filles. Les garçons n'avaient pas de quoi fumer, rien. Il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait rien. À Belgrade, il n'y avait rien. C'était très impressionnant. Hein. Vous avez parlé à des garçons? Et quand je suis arrivée ici, comme j'étais très amie,
j'avais connu Lazarev, patron de François, par Jacques Becker et tout ça, qui m'avait dit, Françoise, je vous donne la 3e page de François, si vous voulez écrire un article sur votre voyage en Yougoslavie. J'ai dit non. Et je regrette maintenant de ne pas l'avoir fait. Mais j'étais quand même très timide, je me suis dit, je ne vais pas rentrer dans ce système d'écrire des choses, des souvenirs de moi dans la 3e page de François. Non, il y a des choses comme ça qui m'ont été offertes et que j'ai refusées. Je regrette un petit peu maintenant, mais enfin, j'étais jeune, je ne savais pas accepter comme ça. Bon. Mais Pardon. Michel Strogoff, est-ce que vous voudriez savoir quelque chose de spécifique sur Michel Strogoff? Comment? Non, mais c'était pourquoi vous vouliez qu'on parle de Michel Oui. Strogoff? À part que vous êtes tombé faux amoureux de Françoise Fabian. Ah. Malheureusement, je vous entends très mal. Alors, je crois qu'il faut qu'on arrête. Bon. Alors, attendez. Excusez-moi, mais j'ai un truc à dire. Vous Mais avez oui, parlé- ils veulent tous partir. Regardez, ils partent les uns après les Vous avez autres. dit, Françoise, qu'une de votre méthodes, c'était l'admiration. Oui. Eh bien, moi, ma méthode, c'est de vous admirer. Et je crois que je ne suis pas le seul. Oh, quelle merveille. Merci à vous, en tout cas. Je suis contente. Merci d'être resté. Merci d'avoir écouté, comme dirait l'adorable Mastroianni. Merci beaucoup d'avoir écouté toutes mes conneries. Bonsoir. Bonsoir le public. Et merci.